bon après-midi à tous. Si vous le voulez bien, on va commencer la session parce qu'il est déjà l'heure. Cette session va se dérouler autour du TAVI. TAVI Not Always So Simple. Et sans trop tarder, je vais appeler le premier intervenant, Tarek Louz, angioplastie coronaire et TAVI, dilemme et approche actualisée. Vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Alors, mon tour, je voudrais tout d'abord remercier tout le comité d'organisation de m'avoir associé à cette session sur le TAVI, pas toujours simple. À leur tête, professeur Ben Amel, et pour ce beau congrès et pour cette belle organisation. Voilà. Alors, il m'a été demandé de parler de l'angioplastie coronaire chez les patients proposés pour un TAVI ou chez les patients qui ont un TAVI. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Pour introduire le sujet, certainement, vous le savez bien, que la maladie coronaire chez les patients proposés pour un TAVI avec rétrécissement aortique serré, elle est de loin d'être négligeable. C'est 40% à 70% des patients proposés pour un TAVI. Et la prévalence est plus importante chez les patients à très haut risque opératoire et les moins chez les patients bas risque. Alors, le score syntaxe moyen, il est à 14. Et l'atteinte du tronc commun, de l'IVA, elle est prévalente. Certainement, actuellement, avec l'expansion de l'indication des TAVI vers les patients bas risque, les patients plus jeunes, on aura aussi un problème de accès coronaire futur chez ces patients-là qui peuvent développer une maladie coronaire après le TAVI. Alors, angioplastie coronaire et TAVI, il y a au moins 4 questions sur lesquelles on doit répondre. Évaluation pré-TAVI, est-ce qu'elle est obligatoire et comment? Les stratégies de revascularisation, est-ce qu'elles sont obligatoires et si oui, comment et pour qui? Et puis après, la troisième question que je vois intéressante, comment optimiser l'accès coronaire futur après TAVI dans la procédure index TAVI, puis après, quels sont les défis d'angioplastie post-TAVI. Alors, donc certainement, vous le savez bien que l'atteinte coronaire, elle aggrave le pronostic de ces patients avec rétrécissement aortique. Il voit bien sur ce registre de 5 ans que les patients avec maladie coronaire obstructive, ils ont un pronostic plus péjoratif qu'un patient avec RAC sans sténose coronaire. Et pour l'évaluer, certainement, la coronographie reste le gold standard, mais le Coroscan actuellement se présente aussi comme un outil assez intéressant. Et là, vous voyez bien dans ce registre prospectif chinois, de plus de 2600 patients, c'était Coroscan versus Coro en pré-remplacement valvulaire, mitral ou aortique. Et regardez bien, à 5 ans du suivi, il n'y avait pas de différence en termes de MACE. Néanmoins, les patients avec plus de facteurs de risque cardiovasculaire, plus de 4 facteurs de risque, il y a au moins 40% de ces patients avec CT scan, on aura besoin de faire la Coro avant pour éliminer une atteinte coronaire obstructive. Et sur ces registres-là, les recommandations toutes récentes de l'ESC proposent le CT scan pour évaluer l'atteinte coronaire chez les patients pré-remplacement valvulaire, entre autres le TAVI, si la probabilité clinique pré-test elle est faible, modérée, intermédiaire. Et la coronographie, elle n'est indiquée que sauf si le CT scan n'arrive pas à éliminer d'une façon formelle une atteinte coronaire obstructive. Alors la deuxième question, quelles sont les stratégies de revascularisation? Est-ce qu'il faut revasculariser ces patients-là? Et je vous propose ce cas clinique d'un patient de 74 ans, tabagique, avec une histoire d'un cancer du cavum, avec radiothérapie en 2014, récidive ganglionnaire, radiothérapie médiastinale en 2019. Aussi, c'est un patient fragile sur le plan digestif, avec hémorragie digestive, angiodysplasie, et qui se présente pour une dyspnée avec découverte d'un RAC serré, fonction VG normale, surface à 0,45 cm². Alors le CG est normal, la fonction rénale est correcte, puis après anémie, hémoglobine à 10. Le syntaxe score il est intermédiaire, néanmoins le chirurgien, étant donné la radiothérapie thoracique, a récusé ce patient. Alors on passe au scanner pré-TAVI, donc la valve se présente comme une valve calcifiée tricuspide avec un anneau non calcifié à 476 mm². Les hauteurs coronaires des ostia coronaires, elle est confortable. Néanmoins, l'accès par voie fémorale est un peu hostile, avec MLD dans l'axe iliofémoral droit à 5,1 mm. Alors la coronographie, donc c'est un patient à risque, à probabilité clinique plutôt intermédiaire élevée. Donc on fait la coro d'emblée, on tombe sur une lésion calcifiée, serrée à plus de 90% de l'IVA proximal, sur une droite plutôt dominée. Alors, 4 questions à y résoudre. Donc, première chose, faut-il traiter les lésions coronaires avant le TAVI? Est-ce qu'il faut toujours rediscuter l'indication d'une chirurgie combinée?
c'est-à-dire plutôt adresser le patient vers une chirurgie de pontage et de remplacement valvulaire? Est-ce qu'on peut utiliser la physiologie coronaire, FFR, IFR ou autre? Et puis après, quel est le timing d'angioplastie si on décide le PCI, l'angioplastie? Est-ce que c'est avant, per ou post-TAVI? Alors, sur les études observationnelles, on le voit bien dans ce registre multicentrique de plus de 600 TAVI avec suivi de 5 ans, pratiquement la moitié ont des atteintes coronaires obstructives. Dans un tiers, ils étaient dilatés par angioplastie et 2 tiers a été traités médicalement. Et on le voit dans ce registre prospectif observationnel que l'angioplastie ne semble pas améliorer le pronostic de ces patients, quel que soit le type de revascularisation complète ou incomplète. Alors après, il y a l'étude Activation, donc certainement en 2021. Là, c'est une étude randomisée qui a comparé 2 stratégies, PCI versus traitement médical avec TAVI seul, chez un patient avec sténose coronaire obstructive. Certainement, le tronc commun a été exclu dans cette étude. Et ici, cette étude a été négative parce que l'angioplastie ne permet pas d'améliorer les MACE, mais aussi elle aggrave le pronostic de ces patients avec une augmentation du risque d'hémorragie. Et on a attendu jusqu'à il y a quelques mois, décembre 2024, avec une étude nordique, Notion 3. Et là, c'est une étude de plus grande échelle, 450 patients, randomisés en 2 bras, bras PCI plus TAVI et bras TAVI seul, avec la valve Sapien 3. Bien évidemment, on a exclu les patients avec tronc commun sténosé. Et puis après, on a pris des artères ici de gros calibre en moins, au plus de 2,5 mm de diamètre. Et puis, il y a 2 types de patients, soit des sténoses très serrées angiographiquement, plus de 90%, soit c'est une sténose intermédiaire, et puis on fait la FFR, et si la FFR est inférieure à 0,8, là, on fait l'angioplastie. Alors, les résultats, pour la première fois, là, l'angioplastie a montré un intérêt en réduisant les MACE à 2 ans, MACE, décès, toute cause, infarctus du myocarde et revascularisation urgente, par essentiellement dérivée, c'est-à-dire cette diminution du critère primaire du jugement a été dérivée essentiellement par la baisse de la revascularisation urgente et du taux d'infarctus du myocarde. Et si on va voir les sous-groupes, on voit que c'est essentiellement le sous-groupe avec des sténoses critiques de plus de 90%, sont les patients qui vont tirer plus de bénéfices de l'angioplastie par rapport aux patients chez qui ils ont une FFR moins de 0,8 et qu'ils ont une lésion plutôt intermédiaire. Néanmoins, la FFR actuellement en 2025 est validée. Et là, certainement, vous avez vu l'étude Comic AS, publiée cette année dans le JACC, qui a montré que la FFR, l'IFR et la RFR est validée chez les patients avec sténose aortique. Donc, on a fait la physiologie coronaire avant TAVI et après TAVI, sans bien sûr dilater l'artère coronaire. Et on trouve que c'est validé. Néanmoins, le cutoff n'est pas le même. Et puisque après lever la sténose aortique, la CFR diminue et il y a une baisse des résistances myocardiques, ce qui fait le ratio va diminuer. Donc, le cutoff avec le RA, c'est-à-dire avant le TAVI, il est plutôt à 0,83 pour l'FFR et il est à 0,85 pour l'IFR. Et récemment aussi, dans cette année, dans l'EuroPCR, pas encore publié cette étude, l'étude FETAVI, présentée cette année, une étude de petite échelle, 160 patients avec FFR versus 150 patients PCI angioguidés. Et pour la première fois, ils montrent que l'utiliser la FFR, ça diminue la mortalité toute cause par rapport à l'utilisation de l'angio seul et même une baisse de TLR. Alors la deuxième question, est-ce que plutôt proposer la chirurgie? Est-ce que peut-être plutôt rediscuter l'indication de l'angioplastie et adresser le patient vers le chirurgien pour faire une chirurgie combinée? Là, il y a pas mal d'études. Donc, il y a une étude dans le JACC en 2021 qui montre la non-infériorité d'une stratégie percutanée. Et puis après, une méta-analyse en 2025 qui montre qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité court terme et long terme. Par contre, la stratégie percutanée, TAVI plus angioplastie, elle diminue le taux d'infarctus récent, d'AVC récent, mais essentiellement la FA récente. Alors, les recommandations, qu'est-ce qu'ils disent cette année? Ils disent qu'il faut dilater les lésions au-delà de 90% sur des artères de plus de 2,5 mm. Et là, on se base sur l'étude Notion 3. Alors, le timing, avant-après, là, il n'y a pas d'étude randomisée. Il y a ce gros registre européen de plus de 1600 patients TAVI avec atteinte coronaire obstructive. Et là, on a tendance que peut-être les patients chez qui on a dilaté après le TAVI ont un meilleur pronostic, mais certainement ici, il y a un biais de sélection parce qu'on laisse les patients les moins graves après le TAVI et on dilate les patients les plus sévères avant. Alors, cette diapositive résume quels sont les avantages et les inconvénients de chaque timing. Donc, avant le TAVI, c'est l'accès coronaire qui est plus facile, certainement. C'est améliorer la tolérance hémodynamique du TAVI
avec le pacing rapide. Et puis après, il y a un risque, certainement, si on est face à un tronc commun, à des lésions calcifiées, on va utiliser le retablateur. Avec la sténose aortique, peut-être l'angioplastie devient cheap et devient mal tolérée par le patient sur le plan hémodynamique. Alors, après le TAVI, c'est pour utiliser la FFR, l'IFR avec les cutoffs classiques qu'on connaît, à 0,8 et 0,89. Par contre, l'inconvénient, c'est beaucoup de challenges pour un accès coronaire, surtout avec les valves auto-expandables supra-annulaires. Alors, combiné, certainement pour les patients avec angioplastie simple, lésions type A, type B, et puis ça diminue, on va dire, il y a le même accès coronaire, le même accès artériel. Par contre, il y a plus de contraste, puis il y a plus de temps de procédure. Alors, pour notre patient, donc, on a décidé de faire angioplastie avant TAVI, une lésion calcifiée. Donc, on a préparé, tout à l'heure, on a eu une belle session sur les lésions calcifiées. On a utilisé un ballon spécifique, scoring ballon, pour préparer la lésion. Puis après, stenting, post-dilatation, avec un très bon résultat final, angiographique en moins. Alors, c'est un patient hybrid increased patient, devant l'anémie, devant le risque, en fait, devant l'antécédent de saignement digestif. Donc, c'est une bithérapie pendant 1 mois, puis après, Plavix seul. Alors, le TAVI, ça a été fait après 2 mois de l'angioplastie coronaire, et l'accès fémoral a été vérifié par une angio à travers la voie fémorale, prédilatation, et là on a mis une valve Navitor 27, et l'avantage de la Navitor, c'est la fluidité du passage à travers l'axe iliofémoral, parce que le système de pause, le système de livrance, il est très souple. Alors, la troisième question, c'est comment on peut optimiser l'accès coronaire futur en perte TAVI, c'est-à-dire durant le TAVI index, pour faciliter un accès coronaire futur après le TAVI. Alors, ceci, ça se décide en fait dans la procédure TAVI index, parce que vous voyez bien dans ce papier dans du 1.3, regardez qu'il y a un taux important d'échec de cannulation sélective des osseaux coronaires à travers le stent frame de la valve aortique, et on est à des taux de succès de 20 à 80%, et ça dépend de la valve qu'on a implantée, et les taux d'échec sont plus vus avec les valves supraannulaires self-expandable. Alors, il y a plusieurs facteurs qui impactent l'accès coronaire post-TAVI. Il y a des facteurs qui sont anatomiques liés au patient, tels que les dimensions de la jonction sinotubulaire, la hauteur du sinus de Valsalva, le diamètre du sinus de Valsalva, la hauteur des ostiums coronaires, mais aussi la hauteur du leaflet lorsqu'ils sont impactés en face de l'ostium coronaire. Puis après, il y a des facteurs liés au device, chez qui on peut modifier, sont modifiables. C'est essentiellement le choix de la valve, la hauteur d'implantation de la valve, on va voir pourquoi, et puis après la longueur, si je peux, voilà, la longueur de la membrane externe, ou de la jupette, si vous voulez, de la valve, et puis aussi l'alignement commissural, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la commissure de la prothèse en face du tronc commun ou de la coronaire droite. Alors, donc, il faut bien connaître la valve qu'on va implanter. Regardez bien, les valves ne se valent pas. Chaque valve, elle a des dimensions. Il faut bien avoir ça dans l'esprit lorsqu'on va implanter la valve initialement. Alors, pour la valve montée sur ballon, la Sapien par exemple, c'est essentiellement, on peut jouer sur la hauteur d'implantation. Et regardez bien, si on met une valve basse, là, l'accès coronaire futur, il devient plus compliqué. En fait, il devient plus facile. Par contre, si on va mettre une valve haute, l'accès coronaire devient plus compliqué. Par rapport à la valve auto-expandable, essentiellement les métroniques, supraannulaires, ça dépend, de l'alignement commissural, mais aussi ça dépend de la hauteur d'implantation. Alors, pour l'alignement commissural, c'est-à-dire qu'il faut avoir une valve alignée aux commissures. C'est-à-dire qu'il faut que les commissures de la valve prothétique soient ça correspond aux commissures de la valve native du patient pour avoir un accès après-coronaire facile. Et pour avoir ça, il faut bien, par exemple pour la métronique, il faut bien maîtriser l'implantation, il faut bien suivre les règles pour respecter l'alignement commissural, tel que le flash par 3 heures pour la métronique. Et puis après, c'est très intéressant, c'est le hat marker. Il y aura dans cette étude avec la métronique, le fait d'avoir un hat marker dans la courbure externe, ou plutôt face au médecin, sur une incidence cost-overlap droite-gauche, ça a permis de réduire d'une façon très significative l'overlap avec les ostia coronaires. Alors, un deuxième cas, pour illustrer ça, c'est une patiente de 80 ans, raxérée, avec dyspnée d'effort, ECG fonction rénale correcte, et ses scores il est plutôt intermédiaire. On fait la comographie en pré-TAVI, donc on tombe sur une lésion serrée, calcifiée de la coronaire droite ostioproximale. La coronaire gauche, elle est irrégulière, sans lésion significative. Et puis après, on dilate la coronaire droite
avec un stent actif de 3,24 avec un bon résultat final. Alors, le scanner valve aortique tricuspide, score calcique à 1800, et puis après un périmètre à 75 mm. Chez cette patiente, on a choisi de mettre une valve métronique supraannulaire, et là, il faut respecter pratiquement les règles pour l'alignement commissural. Donc, on travaille en casse overlap, et puis on prédilate, puisque la valve est calcifiée. Ici, regardez le hat marker en bas, il est plutôt dans la courbure externe, et il est en face de l'opérateur, ce qui fait l'alignement commissural ici, il est fait. Et puis là, on implante. Puis après, il y a aussi une deuxième, on va dire, critère à vérifier, c'est qu'il faut voir les paddles de la métronique. Si le paddles avec le C, et on regarde la commissure droite-gauche, là, on est bien aligné à la valve aortique. Alors actuellement, elle a l'FX Plus, avec les grosses diamants qui élargit on va dire, l'accès coronaire en face de la coronaire droite et de la coronaire gauche, mais on n'a pas encore en Tunisie. Alors, dernière question, c'est défi de l'angioplastie du cathétérisme coronaire post-TAVI. Et là, je reviens au même cas, le cas 2 qu'on a fait avec la valve Evolute Pro 29. Alors, cette patiente, 8 mois après le TAVI, elle revient avec sa non-polaire aiguë ST+, inférieure. Et regardez ici, donc j'étais en cathétérisme le soir, ils m'ont appelé, et là, j'arrive pas à m'intuber malgré l'alignement commissural d'une façon sélective à la coronaire droite. J'injecte d'une façon non sélective, je trouve une sténose critique intrastinte de la coronaire droite proximale. Donc j'arrive à m'intuber d'une façon sélective avec une sonde JR5F, diagnostic. Donc je passe 2 guides coronaires à l'intérieur, et puis après je fais un échange sur les guides coronaires pour que je puisse après m'intuber d'une façon sélective avec la sonde portrice 6F. Donc prédilatation par des petits ballons, et puis après ballon actif, et un bon résultat final. Alors certainement, il y a des tips tricks pour accéder au coronaire à travers une valve supraannulaire. Donc peut-être l'accès coronaire, il faut privilégier l'accès coronaire gauche, ou plutôt la voie fémorale. On peut utiliser plutôt les sondes 5F, avec un passage plus facile à travers les mailles. Et puis, si on n'arrive pas, on peut pousser le guide 0,35 en loupe dans le sinus, et puis après faire glisser la sonde, et puis après essayer de chercher l'ostium coronaire. On peut aider par un guide coronaire, et on fait un échange. On peut faire de l'anchoring aussi ballon pour avoir une intubation sélective. Et puis, on peut aussi s'aider par les extensions cathétères, comme ce cas-là de la littérature, avec une lésion de l'IVA, et on a pris une BU avec une extension cathéter Guidzella pour qu'on puisse être sélectif dans l'IVA. Alors j'arrive en MEDEC en message, c'est que RAO et sténose coronaire coexistent fréquemment, c'est pratiquement 40% dans les littératures, certainement essentiellement avec les patients plus âgés. Ça impacte le pronostic, d'où une évaluation pré-TAVI est obligatoire par Kourou au CT scan. L'angioplastie des lésions sévères, notamment tronc commun, l'IVA, les artères de plus de 2,5 mm avec des sténoses de plus de 90% est indiquée actuellement. On peut s'aider par la FFR, c'est validé. Et puis, on peut le faire avant TAVI, essentiel, surtout si on propose une valve supraannulaire. Le TAVI bas risque, actuellement, il est de plus en plus indiqué. Et là, il faut considérer le life management de ces patients-là. Il faut discuter le type d'implantation, le choix de la valve pour faciliter un accès coronaire futur dans le futur. Et puis après, si on va mettre une valve supraannulaire auto-expandable, il faut bien respecter l'alignement commissural et peut-être accepter une position, une implantation peu basse pour favoriser un accès coronaire futur. Et je vous remercie de votre attention. Merci Tarek, c'est une excellente revue de la question. Bon, pour des raisons techniques et comme c'est programmé, on va garder les questions pour la fin. D'accord. C'est pour moi un plaisir d'introduire Dr Stéphane Noble, qu'on a vu souvent en Tunisie, notamment lors de nos premiers TAVI comme proctor, et il nous a beaucoup aidés. Et donc, on lui a proposé une question qui fait toujours débat dans la littérature, qui est la question des bicuspidies. Que faire? Quelles sont les recommandations actuelles pour la question? Bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir en Tunisie. J'ai mes slides, c'est parfait. Donc, effectivement, on va parler du TAVI dans la bicuspidie, les recommandations, les challenges et la pratique. Alors, la bicuspidie, c'est la malformation congénitale cardiaque la plus fréquente qui touche 1,3% de la population à travers le monde, et elle est responsable de plus de décès que les autres atteintes congénitales combinées. Et cette atteinte est très fréquente dans notre population de TAVI. Dans le monde occidental, on a 5 à 15% de nos corps de TAVI qui ont une bicuspidie, et en Asie, ça peut monter jusqu'à 40%.
Ce qui fait qu'Alain Cribier, quand il a fait son premier TAVI en 2002, il est tombé sur une bicuspidie chez un patient de 57 ans, puisque la bicuspidie est plus fréquente à un âge plus jeune, chez ce patient qui avait un choc cardiogène et une fraction d'éjection fortement abaissée. Heureusement, c'était un succès. Par la suite, les recommandations européennes disaient que la bicuspidie était une contre-indication relative à faire un TAVI. Et par la suite, encore celle de 2017 et 2021, elle ne se prononçait pas vraiment, sauf qu'elle disait que la bicuspidie favorisait un traitement chirurgical. Et cette année, mon compatriote Fabien Prat, qui est le chairman des Guidelines, a fait en sorte que le TAVI maintenant peut être considéré pour les patients à risque chirurgical augmenté pour un TAVI avec une classe 2B. Donc ça reste du 2B seulement pour le moment. Ils ont gardé dans le tableau qu'une anatomie de bicuspidie faisait quand même favoriser une chirurgie. Et dans le tableau où on nous dit qu'on peut traiter les patients par voie transfémorale dès 70 ans, même si ce sont des bas risques, on précise que ça doit être une valve tricuspide. On précise encore que si on veut traiter une bicuspidie, il faudrait le référer à des centres qui ont le plus d'expérience, parce que c'est quand même un challenge technique. Il n'y a pas beaucoup de littérature, surtout pour la durabilité, et il y a une étude randomisée que Ole de Backer avait menée dans les pays nordiques avec Notion 2, où ils ont randomisé des patients de moins de 75 ans à bas risque pour un TAVI versus chirurgie. Et dans cette cohorte, il y avait 100 patients qui avaient une bicuspidie. Ils avaient exclu les patients qui avaient une dilatation de la racine aortique ou de l'aorte ascendante de plus de 45 mm. C'était vraiment des patients à bas risque, 1,1% de STS score, à un âge moyen de 71 ans, et plus de 40% des patients avaient moins de 70 ans. Alors si on regarde le critère de jugement composé, primaire, qui était mortalité de toute cause, AVC et réhospitalisation en lien avec la procédure, la valve ou l'insuffisance cardiaque à 12 mois. Le groupe chirurgie, que ce soit pour la tricuspide ou la bicuspide, avait 7,1% de cet événement, le groupe TAVI 10,2%. Si maintenant on sépare le bras tricuspide et le bras bicuspide, on voit que la chirurgie avait 8,3% versus 8,7% pour le TAVI. Et dans la bicuspidie, les chirurgiens ont fait extrêmement bien avec 3,9 versus 14,3 pour le groupe TAVI. Il faut savoir que dans cette cohorte, il y avait 3/4 des patients qui avaient une valve auto-expandable et 25% une valve self-expandable. Et les fils de protection cérébraux étaient utilisés que dans 15%. Et si on regarde maintenant juste les décès et les AVC dans la cohorte tricuspide, c'est 2,2 pour le groupe TAVI, 1,5 dans le groupe chirurgie à 12 mois, alors qu'il y a un plus grand écart pour le groupe bicuspide avec 6,1 versus 2%. Donc la conclusion des auteurs était quand même: faites attention quand vous faites des TAVI chez les bicuspides patients jeunes, il faut rester conservatif dans nos indications. Alors, il y a probablement des différences anatomiques. Déjà, souvent, ce sont des valves très calcifiées, avec un raffet calcifié. L'anatomie peut être large. Il peut y avoir aussi une orientation des coronaires qui est un peu désaxée. Et on peut se retrouver confronté à un élargissement de l'aorte ascendante qu'on retrouve dans près de 50% des cas de bicuspidie. Et cette prévalence d'élargissement de l'aorte va augmenter avec l'âge. Et on peut aussi avoir des coarctations qu'on retrouve dans les patients qui ont une coarctation, en 85% des cas, ont une bicuspidie associée. Alors, la bicuspidie, elle est classée, il y a plusieurs classifications pour la définir. Il y a la classification de Sievers, qui est probablement celle qui est la plus utilisée et qui a le mieux pénétré. On regarde le nombre de raffets, donc le type 0, il n'y a aucun raffet, type 1, un raffet, et on va le qualifier. Le plus fréquent, c'est une fusion entre le gauche et le droit, qu'on retrouve dans 70 à 80% des cas. Et puis, il y aurait le type 2, qui est avec 2 raffets, mais dans d'autres classifications, finalement, quand il y a 2 raffets calcifiés ou fusionnés, on va dire que ce n'est pas une bicuspidie, mais c'est devenu une valve unicuspide,
Et il y a cette classification internationale, de consensus international, qui regarde s'il y a le nombre de sinus, le nombre de cos et le nombre de commissures. Mais un peu plus complexe à utiliser que la classification Sievers. Ensuite, un des challenges quand on traite une bicuspidie, c'est finalement le sizing de la valve. Alors, il faut faire une bonne analyse du scanner. On aimerait comprendre la zone d'implantation. Est-ce que c'est quelque chose qui est tubulaire? Est-ce que c'est flairé ou tapered? Quand c'est flairé ou en tube, on va prendre la mesure au niveau de l'anneau. Quand c'est en forme volcanique, on va aller prendre au sommet à une distance intercommissurale à 4 mm. C'est la description de la méthode Bavard de Didier Tchétché. On va regarder sur le scanner l'étendue du calcium, sa répartition, les rafets, et on va scroller sur cette valve pour s'en faire une meilleure idée, tout en regardant également l'orientation des coronaires. Donc il y a plusieurs méthodes. Pour les valves auto-expandables, on a tendance, en tout cas j'ai tendance à utiliser cette méthode Bavard où on fait une mesure à l'anneau et 4 mm plus haut, on mesure la distance intercommissurale. On peut aussi faire un tracé annulaire à 4 mm ou utiliser la méthode LIRA qui correspond au Level of Implantation at the Rafet, ce qui est en général plutôt vers les 10 mm où on fait aussi un tracing de la surface. Pour les valves balloon expandable, le système Trim and Show nous permet de simuler, de faire cette méthode des cercles de manière assez aisée et qui nous permet de bien voir comment la valve va être positionnée ou intégrée dans cette racine aortique. Pour le moment, ça reste confidentiel, mais peut-être que dans le futur, on sera à même d'utiliser plus largement la méthode du programme FEOPS, qui est très bénéfique pour la fermeture de l'appendice auriculaire, et qui là a développé un programme qui nous permet d'évaluer, de simuler la déformation du stent, de la valve, voir où est-ce qu'on pourrait avoir des fuites paravalvulaires et estimer les risques de conduction, d'anomalie de conduction. J'ai pu l'utiliser 1 ou 2 fois pour le moment à titre de recherche, mais ce n'est pas encore quelque chose de courant. Après, il y a la méthode du sizing, du balloon sizing, où on va gonfler un ballon plutôt tendance un peu petit et injecter du contraste au moment où on le gonfle. Je vais vous montrer un cas après où je reste un peu circonspect avec cette technique, mais des fois, elle pourrait quand même nous aider. Donc, le TAVI, dans la bicuspidie, a quelques risques augmentés. Il y a un risque augmenté de fuite paravalvulaire, de troubles de la conduction, sachant qu'il y a beaucoup de calcium souvent, et on risque plus facilement de comprimer la zone de conduction, surtout qu'il est peut-être des fois plus difficile de bien positionner sa valve. Il y a clairement un risque plus augmenté d'AVC, puisqu'on va très souvent prédilater et probablement post-dilater. Et il y a un risque de rupture de l'anneau ou de sous-expansion du cadre de la valve qui sera non circulaire, et on sait que ça, ce n'est pas des bons éléments pour une bonne durabilité de nos valves. Alors, il est important de chercher à vérifier la bonne expansion de la valve et avoir la possibilité de post-dilater, évidemment en choisissant un diamètre de ballon qui est inférieur au diamètre, au grand diamètre ou au diamètre moyen. Alors, je vais vous illustrer la difficulté de la pratique avec 2 cas. Le premier cas est un patient avec un score calcique extrêmement élevé, plus de 7000. Il y a une fusion massive entre le feuillet non coronarien et le coronarien droit. Les mesures qui avaient été faites montraient un périmètre à 85, une surface à 560 et la distance intercommissurale était à 27. Donc, si on regarde les ABAC, en fait, on voit que
27 de distance intercommissurale, 85, ça fait plutôt dans le range de la 34 pour l'évolute, et que si on était avec une valve Sapiens avec 560, on est dans le début du range de la 29. Donc encore une fois, le scanner pour apprécier la densité du calcium ici. Et donc le gradient moyen chez ce patient était très élevé, on a prédilaté et injecté du contraste. Si vous voyez, il y a une sonde de transseptale parce que c'était déjà un cauchemar de passer à travers cette valve, donc on avait dû passer par transseptale. Et puis en voyant ce ballon 25 avec 0 fuite, on a changé notre plan de match et on a downgradé à une 29 au lieu d'une 34. Et donc on essaie de déployer notre valve, malgré une prédilatation qui paraissait adéquate. On a essayé de recapturer, redéployer en disant qu'on faisait encore un effet, mais on voit qu'on n'arrive pas à faire mieux que d'avoir une valve extrêmement sous-expandue. Donc soit on pouvait aborter la procédure, soit la mettre dans cette position et aller post-dilater en étant très précautionneux quand on retirait le nose cone et qu'on retirait notre matériel de ne pas embarquer la valve avec. Donc vous voyez qu'on le retire, la valve est en place, elle tient, elle est ancrée dans le calcium. Et on va faire une post-dilatation. Et malheureusement, mon collègue qui fait la post-dilatation a cassé le robinet 3 voies qui permettait de connecter notre seringue, enfin il l'a kinké, et ce qui fait qu'il n'arrivait plus à gonfler et il n'arrivait plus à dégonfler. Et dans le moment de stress, il a tiré plutôt que de pousser, ce qu'on aurait fait après réflexion. Mais donc il a tiré et a embarqué la valve avec. Donc on se retrouve avec une valve qui a embolisé. Forcément, ça n'aide pas le patient. La valve est devant les coronaires. Et là, il va plonger du point de vue hémodynamique. On a été la snairer. Et finalement, comme vous pouvez voir, on a eu un petit arrêt cardiaque. On a mis Je suis revenu sur mon plan de match de mettre une 34. La 34, c'est bien ouverte que j'ai post-dilatée. Mais voilà, comme ça peut arriver de temps en temps, le moins souvent possible. C'était il y a quelques années, mais finalement, on se retrouve avec une valve en place, mais plus d'activité cardiaque. Donc, sur la durabilité des valves et en relation avec le fait de downgrader, on a publié avec Olivier Bakker une série de 890 patients avec un suivi de au moins 2 ans, où en fait, finalement, on voit qu'il n'y avait pas de différence entre le type de bicuspidie par rapport aux résultats à long terme. Et on voit aussi que les patients chez qui on avait downsizé la valve avaient une moins bonne évolution à long terme que ceux où on avait fait un sizing normal. Alors, comme je n'aime pas finir sur quelque chose de négatif, je vais quand même vous montrer un cas de bicuspidie qui a été un succès. C'est un patient de 70 ans qui est clairement à bas risque, mais il a une encéphalopathie de Korsakoff. Il est très entouré par sa famille. Vu que son gradient à 58, il est gêné dans sa vie de tous les jours. Donc après de bonnes discussions, on décide de traiter cette bicuspidie de type 1 LR. Cette fois-ci, vous voyez la méthode du cercle, et on va utiliser avec cet anneau qui fait 617, une Edwards Sapiens 29. Encore une fois, prédilatation. On voit une encoche, mais le ballon s'ouvre relativement bien quand même. Et donc, on va déployer notre Sapiens 29 plutôt lentement. On est parti un peu bas, mais elle a tendance à monter dans la bicuspidie. Et à la fin, la hauteur est tout à fait correcte et le résultat, en tout cas angiographique, paraît satisfaisant. Pour être un tout petit peu plus expandu, mais c'était extrêmement calcifié à nouveau. Et puis l'hémodynamique, un gradient moyen invasif immédiat à 7 et le lendemain à l'écho, on avait 4 de gradient. Donc je finirai par dire que dans les bicuspidies,
l'évaluation globale du patient et la discussion en ARTIM reste extrêmement importante. La bicuspidie peut être traitée de manière avec succès, comme j'ai pu vous montrer, mais ça reste quand même un challenge avec un plus haut risque d'AVC, de fuite parvalvulaire. Et on a quand même relativement peu de données sur la durabilité, et je pense qu'il est encore temps de rester fidèle aux guidelines et de ne pas aller au-delà et de traiter des patients chirurgicaux bas risque avec une bicuspidie en l'état actuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Noble. Donc, je voudrais d'abord vous remercier parce qu'il faut rappeler que c'est grâce à toi qu'il y a une dizaine d'années, je crois, ou 11 ans, qu'on a commencé l'implantation de TAVI à l'Arapta. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton amitié pour la Tunisie et d'être toujours là quand on a besoin de toi. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à l'ambassadrice de France en Tunisie, Martine Gillard, une grande amie et une grande experte dans le TAVI, qui va nous parler de comment choisir la plateforme adaptée pour des patients ayant besoin d'un TAVI, une TAVI. À toi, Martine. Merci beaucoup, Samy, pour cette introduction. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et je voulais remercier le comité d'organisation. Donc là, on va parler de la possibilité. Il existe, ça peut exister, malheureusement, que les prothèses TAVI dégénèrent. Donc, il faut savoir que ça va devenir un élément d'autant plus important qu'on est en train de traiter des patients de plus en plus jeunes et surtout pas tellement plus jeunes, mais avec une espérance de vie plus importante. Et donc, on peut être amené, comme pour les bioprothèses chirurgicales, à avoir des éléments de durabilité qui vont être pas aussi bonnes qu'elles le sont maintenant. Donc, quel est réellement, dans ce qu'on a dans la littérature, quelle est l'incidence de ces valves TAVI qui dégénèrent? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas si important. Alors ça, c'est les résultats à 7 ans de l'étude Partner 3 qui avait randomisé chirurgie versus TAVI des patients à faible risque. Eh bien, vous voyez que le taux de valves TAVI qui dégénèrent sont identiques à celles de la chirurgie. L'incidence est inférieure à 1% à 1 an, aux alentours de 3% à 5 ans et 6% à 7 ans. Donc c'est tout à fait similaire. Donc on va avoir probablement le même taux de dysfonction de TAVI. Là, c'était notion 2 qu'on vous a présenté. Donc dans notion 2, on voit à 10 ans, et là on voit qu'au contraire, dans cette étude, le taux de TAVI qui dégénère est inférieur à la chirurgie à 10 ans, donc 1,5 contre 10% pour les valves chirurgicales. Et là, dans le registre France TAVI, qui regroupe, comme vous le savez, toutes les valves implantées en France depuis le début, donc on est à peu près à 120 000, 130 000 TAVI, eh bien, le taux d'incidence de cette dysfonction des valves TAVI est inférieur à 1%. Donc ça rejoint un peu ce que je vous ai montré dans les études précédentes. Donc comment peut-on traiter une bioprothèse implantée qui dégénère ? Alors, on sait le faire au niveau chirurgical. Alors, il y a eu des études qui ont comparé, lorsqu'une bioprothèse chirurgicale dégénère, soit vous réopérez le patient, soit vous lui mettiez un TAVI dans la valve chirurgicale dégénérée. Et vous voyez que cette étude montre très nettement qu'il vaut mieux traiter une bioprothèse chirurgicale qui dégénère par TAVI que par réintervention. Il y a eu d'autres études qui ont comparé avec des scores de propension les deux types les deux types de traitements devant une bioprothèse chirurgicale qui dégénère. Et là encore, il n'y a pas photo, comme on peut dire. Il vaut mieux mettre un TAVI dans une bioprothèse chirurgicale qui dégénère que de réopérer le patient. Donc, qu'en est-il maintenant du TAVI qui dégénère? Est-ce qu'on peut faire la même chose ou est-ce qu'il faut le réopérer ou est-ce qu'on peut mettre un TAVI? C'était la question posée. Eh bien, en fait, on a des considérations techniques. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur des bancs d'essai et on a pris des TAVI, puis on a mis des TAVI à l'intérieur pour essayer de voir quelles allaient être les contraintes et les difficultés. Ces bancs d'essai ont été plutôt optimistes, mais nous ont indiqué 4 problèmes techniques qu'il faut avoir à l'esprit
lorsqu'on met la première valve et lorsque la première valve a dégénéré, comment mettre la deuxième valve si on décide de traiter la dégénérescence du TAVI par un autre TAVI. Alors, la première considération, vous voyez, le TAVI, c'est un grillage. Quand vous allez mettre une valve à l'intérieur de cette valve, vous allez prendre en sandwich les valvules de la première valve qui vont être entre les deux steintes. Et donc, au lieu d'avoir un grillage au niveau duquel vous pouvez passer, vous allez avoir un mur, puisque ça sera collé par les squirts. Et donc, ils ont fait des tests. Et ils se sont aperçus quand, par exemple, c'est une self-expandable qui dégénère, que vous allez mettre une sapien. Selon la position de la sapien à l'intérieur de la première valve, vous allez avoir une possibilité plus ou moins importante d'avoir accès au coronaire. Or, il faut avoir accès au coronaire, on est tous d'accord. Et donc, on vous indique qu'il vaut mieux positionner la valve plus bas dans la corps-valve ou dans les volutes que de la mettre plus haut. Donc ça, c'est les essais. Ensuite, un deuxième élément, c'est le suivant. Vous avez votre première valve TAVI avec ses valvules. Vous allez mettre une deuxième valve TAVI et vous allez donc bloquer, comme je vous l'ai dit, les valvules entre les deux steintes. Mais si vous mettez votre valve un peu trop bas, les valvules de la première valve vont continuer à être fonctionnelles. Et ça va être très impactant sur un plan hémodynamique. Et donc on appelle ça overhang, c'est toujours pareil, c'est des termes anglais, mais selon pareil, la position dans laquelle vous allez mettre la deuxième valve dans la première, vous allez avoir ces valves, les valves de la première qui vont persister, continuer à être actives si vous les mettez trop bas, et qui vont être bien si vous la mettez haut. Donc vous voyez, si vous ne voulez pas que les valves de la première soient actives, vous avez intérêt à mettre votre deuxième valve plus haut. Si vous voulez avoir un accès au coronaire, vous devez mettre votre deuxième valve plus bas. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Ensuite, il y a un autre élément. Vous avez votre première valve, vous allez en mettre une autre à l'intérieur. Eh bien, vous allez augmenter, parce que vous allez l'implanter, vous allez augmenter le diamètre de la première valve. Et ça peut avoir une incidence sur les rapports avec la paroi aortique. Et donc, on a aussi fait des tests pour savoir ces éléments-là. Et dernier problème, on en a plein, vous avez un premier stent, vous allez mettre un deuxième stent côte à côte. Eh bien, parfois, ce deuxième stent va se retrouver en regard des coronaires, c'est-à-dire que les deux mailles du stent vont être en regard des coronaires, ce qui fait que vous n'arriverez pas à passer dans la coronaire parce que vous aurez devant la coronaire 2 piliers au lieu d'un. Et donc, c'est ce qu'on appelle, donc là, il faut regarder les scanners. Et donc vous voyez qu'on a des problèmes techniques qui doivent être connus et qui doivent être résolus lorsque l'on va décider de faire. Alors, quel type de valve ? On dispose de plein de valves. Ça a été très bien depuis la première implantation avec le professeur Alain Cribier. Et vous voyez qu'il y a des valves qui se déploient toutes seules, les self-expandable, qui sont les plus nombreuses, et chacune a une particularité qui fait que lorsque c'est celle-là que vous allez mettre en première intention, il faudra réfléchir bien quand vous la mettez et il faudra choisir la deuxième valve en fonction de cette valve et de tous les critères dont je vous ai parlé. Et puis on a les valves qui sont déployées par le ballon qui ont aussi leurs particularités. Donc, ce qu'il va falloir bien réfléchir, c'est que quand on met notre première valve, il ne faut pas qu'on la mette trop haut. Alors vous savez, il y a le bénéfice-risque. On se dit, attention, les TAVI, ça génère des pacemakers. Donc, plus on va mettre la valve haute, moins on aura de pacemaker. Le problème, c'est que plus vous mettez votre valve haute, plus les valvules vont être près des coronaires. Et quand vous allez mettre la deuxième valve, si cette valve dysfonctionne, vous allez créer le fameux mur, la néoskirt, qui va vous empêcher d'aller dans les coronaires. Donc, il y a toujours, comme toujours en médecine, c'est pareil pour les médicaments, une balance bénéfice-risque. Et donc, tous ces éléments-là devront être pris en compte quand vous placez votre première valve et puis sur le choix de votre deuxième valve. Et donc, il y a eu des tas d'études sur ces bancs qui sont vraiment très, très bien faits et qui nous permettent de nous donner, en analysant tous les deux scanners, le scanner initial et le scanner qui montre la dégénérescence de la valve, plein d'éléments qui vont nous guider pour avoir le bon choix. Donc, ce n'est pas si simple, mais c'est faisable.
Donc là, il y a eu une dernière étude qui était remarquable sur justement ces différents éléments. Ils ont comparé, puisque c'était la demande, ils ont comparé les deux types de valves. Et donc cette étude, je vais passer assez vite. Vous voyez, quand vous avez une self-expandable et que vous la traitez par une autre self-expandable, dans 30% des cas, pas d'accès au coronaire. N'oublions pas qu'on a des patients jeunes. Ensuite, quand vous avez une sapien que vous traitez par une self-expandable, là, ça s'améliore, mais c'est quand même dans 20% des cas, pas d'accès au coronaire. Ensuite, quand vous avez une self-expandable que vous traitez avec une sapien, là, vous avez 10% seulement. Donc là, on sent qu'on est quand même un tout petit peu mieux. Et quand vous avez un sapien par une sapien, vous avez également 10%. Donc vous voyez que la première valve est importante et il faudra la choisir véritablement de façon consciencieuse. Et donc cette étude a bien montré qu'il y avait donc une différence lorsque la première valve est une self-expandable et quand par rapport à une première valve sapien. Et on a l'impression qu'il vaut mieux que la hauteur du stent soit basse sur la première valve. Mais des fois, ce n'est pas possible, donc il faut faire avec. Alors, est-ce qu'on a des registres sur ces TAVI dans le TAVI, ces TAVI qui vont traiter la dégénérescence? Alors, on a d'abord le TAVI qui dégénère et qui est opéré, et là, vous voyez, c'est catastrophique. Si vous demandez à un chirurgien d'être obligé d'aller opérer votre TAVI qui a dégénéré, le taux de complications est important. Mais, des fois, c'est la seule solution. Donc, est-ce qu'on a la même chose du TAVI qui dégénère avec le TAVI? Eh bien, on a notre fameux registre France TAVI qui montre que quand un TAVI dégénère, il vaut mieux, comme pour la bioprothèse chirurgicale qui dégénère, il vaut mieux la traiter par un TAVI que par la chirurgie. Alors ensuite, on a ces autres registres qui prouvent que c'est faisable avec une incidence sur la mortalité qui est très faible. Et enfin, là, on va un peu plus loin et on compare les deux types de traitements. Le TAVI, dans le TAVI, c'est en bleu, le TAVI dans la bioprothèse chirurgicale, c'est en rouge, et vous voyez qu'on fait pareil, c'est-à-dire que le fait de mettre un TAVI pour traiter une bioprothèse dégénérée, ça marche bien, ça marche mieux que la chirurgie. Et là, on vous montre un peu les complications des deux techniques. Soit vous mettez votre TAVI dans la bioprothèse chirurgicale dégénérée, soit vous mettez votre TAVI dans le TAVI. Eh bien, vous avez à peu près les mêmes types de complications. Donc, c'est tout à fait acceptable, en sachant que le taux de succès sera plus important quand vous mettez un TAVI dans le TAVI. Par contre, et ça c'est embêtant, c'est-à-dire que quand vous allez traiter votre TAVI qui est dégénéré par un TAVI, vous allez créer plus de risques de fuite périvalvulaire. Donc, qu'est-ce que disent les guidelines? Les guidelines ont dit, au départ, celle de 2021, vous disiez, vous avez une bioprothèse qui dégénère, il faut réopérer. En 2025, on vous dit, si vous avez une bioprothèse qui dégénère, vous devez faire une réintervention. Mais on ne fait pas le choix entre la chirurgie et le TAVI. Et on va même un peu plus loin, puisque maintenant, le TAVI peut être utilisé sur des patients qui ont un haut risque chirurgical ou un risque intermédiaire. Donc mes messages, c'est que il faut maintenant, quand on fait un TAVI, il faut faire attention, surtout quand le patient va être avec une grande espérance de vie, on a le risque que ce TAVI dégénère, donc il faut bien sélectionner sa première valve. Il faut excessivement bien analyser de façon beaucoup plus pointue le scanner avant chez ces patients à bas risque avec longue, parce que tout va dépendre après qu'est-ce qu'on va faire si le TAVI dégénère. La chirurgie, vous avez vu, c'est pas un moyen, donc il faut que ce soit un TAVI. Donc il faut se donner les moyens de pouvoir faire un TAVI avec tous les conseils techniques qui nous ont été montrés. C'est faisable, mais il va falloir quand même qu'on voit un petit peu comment améliorer les premières valves pour que ce soit plus facile par la suite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Gillard, pour c'est très intéressant, même pour nous chirurgiens, de voir un petit peu le point de vue des possibilités, parce qu'on n'est jamais vraiment content de reprendre un TAVI, et encore moins une bioprothèse dégénérée. Donc, je vais inviter professeur Hajlewi, qui fait partie de l'équipe de l'hôpital militaire, qui avons commencé les TAVI, maintenant une certaine expérience en Tunisie. Je ne sais plus à combien de TAVI nous sommes. Il ne veut pas nous parler un petit peu du
Registre du TAVI en Tunisie, résultats, implications cliniques et perspectives. Merci, professeur Chniq. Donc, d'abord, c'est avec un grand plaisir que je vous montre cette présentation, donc, qui va s'intéresser à en fait, des insights du registre tunisien sur le TAVI. Donc, vous allez voir, c'est juste des insights, ce n'est pas vraiment un registre qui est finalisé, mais au moins, on a quelque chose sur laquelle on peut construire donc, prochainement. Donc, moi, Nazm Hajlewi, donc cardiologue interventionnel, je n'ai pas beaucoup de conflits d'intérêts avec cette présentation. Donc, l'idée, elle est venue suite à une présentation que j'ai faite en Mauritanie, où le professeur Selma Abslem, le past président, il m'a chargé de parler de l'expérience de l'hôpital militaire donc, devant les Mauritaniens. Et là, il a aimé la Syrie, donc il y avait pas mal de valves, etc., pas mal de patients. Mais il m'a dit, Nazm, tu parles d'un seul service, d'une petite série, et si on fait un truc à l'échelle du pays, et lui, il avait un rêve, c'est qu'avec ce registre-là, donc, on peut également collecter les patients qui sont faits en Algérie, au Maroc, etc. Et comme ça, on va faire un registre maghrébin. Donc, j'ai trouvé l'idée honnêtement très, très séduisante, et on a commencé donc à chercher donc les solutions, et on a contacté donc Madame Sonia Benahfaïd, qui est médecin, qui est camarade de promotion, qui travaille avec MEDIS, le laboratoire de médicaments tunisien, qui nous a énormément aidés donc pour faire ce registre sous l'égide de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Et donc petit à petit, en contactant tous les cardiologues tunisiens, on a pu faire un comité de pilotage, donc présidé par Dr Selma Abslem, qui était le président de la société à l'époque. Et donc le comité, il y avait donc soit des implantateurs qui ont un nombre respectable d'implantations par an, soit des chefs de service où le TAVI donc, se faisait dans leur service. Si vous avez la liste des médecins. Et puis moi, j'étais sélectionné pour être le coordinateur à l'échelle nationale. Et ça, c'était vraiment un honneur et un plaisir pour moi. Et bien sûr, les PI, c'était essentiellement les médecins très impliqués activement dans tous les services, bien sûr en coordonnant avec les chefs de service, puisque vous savez, dans les hôpitaux, donc il faut une coordination pour nous donner le nom de la personne qui va nous donner les données donc, au niveau de chaque service. Et bien sûr, pour faire les choses selon les règles de l'art, il faut une CRO. Et le CRO, c'était Dacima. Donc, elle est représentée, bien sûr, en Tunisie avec notre ami, donc Rabia Razgal. Et le sponsor, donc celui qui a payé tout le monde, c'était les laboratoires Médis que je tiens à remercier. Donc, ce travail-là, il a été donc, enregistré sur clinicaltrials.gov et donc on a signalé tout ce que je viens de dire dans le résumé. Donc, dans le sommaire, donc, on a mis dans Clinical Trials, donc on s'est dit, en Tunisie, OK, on fait le TAVI, mais on a vu que dans la communauté cardiologique, il y a beaucoup de réticences et on est resté jusqu'à une date récente et jusqu'au jour d'aujourd'hui faire et adresser les patients qui sont soit inopérables, soit à très haut risque. On n'est pas comme en France ou en Suisse où on peut faire les risques intermédiaires ou bien les bas risques et on n'a pas la prise en charge. Et donc, on a pensé que moyennant ce registre, en faisant donc collecter les données et en montrant les résultats, peut-être que ça va, encourager les cardiologues à plus adresser donc, les patients pour les TAVI, ça c'est d'une part, mais surtout, puisqu'on n'a pas une prise en charge à large échelle en Tunisie, peut-être convaincre les autorités pour nous donner davantage de prise en charge, puisque les autorités, à chaque fois, ils nous disent il faut nous donner des chiffres, il faut nous donner un registre pour qu'on puisse faire des négociations donc, et pour qu'on avance dans les prises en charge donc, à large échelle. Donc ça, c'était donc, un sommaire de ce que j'ai mis pour inscrire le registre dans clinicaltrials.gov. Donc, passons maintenant aux détails du registre. Vous savez très bien,
que l'activité TAVI en Tunisie, elle a commencé dans le service où je travaille, donc le professeur Hawel est en face de moi, Dr Noble est là. Je pense que Dr Noble était dans les implantations après la première. Donc la première, c'était faite avec un Toulousain, donc c'était comme ça. Et dans ce registre, l'idée, c'était quoi? C'est de ne pas négliger les patients qui ont été implantés depuis 2013 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, donc, on va étudier tous les patients tunisiens qui ont bénéficié de l'implantation d'un TAVI à partir du premier TAVI, soit en 2013, jusqu'à la date du 23 septembre 2023. Et ça constitue un rameau rétrospectif qui va nous donner une idée sur l'évolution des implantations, etc. Ça va nous donner une idée. Et puis, il y a une partie prospective, entre guillemets, ce n'est pas une étude randomisée, c'est juste un registre, mais c'est l'équivalent d'un observatoire qui va nous donner une idée sur l'activité sur l'année. Donc, ça commence le 23 septembre 2023 et ça se termine le 23 septembre 2024. Et je vais vous donner les chiffres après. Et puis, il y a un suivi d'un an. Et la collecte des données, donc, c'est terminé il y a quelques jours, donc soit le 23 septembre 2025. Le but de ce registre, c'est d'étudier tous les aspects cliniques, biologiques, électriques, échographiques, scanographiques, angiographiques de tous les patients qui ont bénéficié de l'implantation d'un TAVI. Il faut que ce soit un patient tunisien et implanté soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Et on va évaluer, bien sûr, le patient. Il y a des éléments per-procéduraux, post-procéduraux immédiats, et puis il y a un suivi à court terme, moyen terme et à long terme. Les centres, donc pour les centres publics, il y a l'hôpital militaire, bien sûr, c'est le centre où l'activité a commencé. Il y a également un autre grand centre, c'est l'hôpital Larabta. Il y a également l'hôpital Abdelrahman Memi à Riena et il y a l'hôpital Hedi Sheker de Sfax. L'inclusion, c'est tout patient tunisien. On n'a pas pu inclure les étrangers qui sont implantés soit essentiellement dans le privé pour des raisons de suivi, etc. Donc on ne peut pas peut-être suivre les patients. Donc pour ce qui est des paramètres étudiés, on s'est rapproché un tout petit peu des critères VARC pour étudier aussi bien les outcomes primaires, entre guillemets, que secondaires. Et pour ce qui est des outcomes secondaires, on a pris quelques éléments de performance des valves pour avoir une idée sur le comportement de ces valves à court terme. Donc ça, c'est le CRF, donc c'est pour collecter les données. C'est un CRF assez exhaustif. Donc, on était aidé d'une attachée de recherche clinique qui est docteur en sciences, et c'est elle qui a aidé tous les cardiologues pour faire entrer les données. Et dans ce CRF, donc c'est un CRF très exhaustif, et on a fait 2 réunions avant avec toutes les personnes qui sont concernées, et on a réuni le maximum de données. Donc il y a des données de préimplantation, l'identification du patient, l'histoire clinique et médicale, la fragilité, l'autonomie, elle a été étudiée, les éléments électriques, les éléments échographiques, les éléments biologiques, les éléments scanographiques, puis un calcul des risques, bien sûr, l'étude des axes vasculaires. Lors de l'implantation, tous les éléments ont été également collectés. Donc l'anesthésie, type d'anesthésie, donc rachianesthésie, anesthésie générale, sédation, etc., ou même locale, l'accès fémoral ou autre, et la valve, bien sûr, qui a été implantée, la marque, le type, les dimensions. Est-ce qu'il y a eu une prédilatation ou bien une post-dilatation? Le pacing, est-ce qu'il a été fait avec une sonde de stimulation ou bien via le wire dans le VG ou bien avec une autre méthode, donc c'est signalé. Et le gradient VG aorte donc est noté. Et l'implantation, est-ce que c'est un succès, c'est un échec, est-ce qu'il y a une valve qui a migré, etc. Est-ce qu'il y a eu des complications qui ont été gérées? Et puis la post-implantation immédiate, l'angiographie pour voir les coronaires, s'il y a une fuite. Bien sûr, une échographie, si elle est disponible et si elle est faite. Donc également, les éléments échographiques sont notés. Et puis la biologie, généralement, on fait un petit bilan dans les suites. Et le traitement dont va bénéficier le patient. Et puis, on a le follow-up. Le follow-up, c'est un suivi à 1 mois. Et puis, on a un suivi à 3 mois, 6 mois, à 12 mois. Et puis, un suivi annuel jusqu'à 5 ans pour les patients, bien sûr, qui sont suivis.
Et là, on arrive à avoir quelques chiffres. D'abord, pour les hôpitaux publics, on a pu collecter 236 avis. Donc, et c'est réparti entre l'hôpital militaire, la Rabta, Abdelrahman Memi et Ariana et Sfax. L'activité privée, le total, donc sur cette période-là, c'est 64. Donc si on compare donc, l'activité privée avec l'activité publique, c'est presque 78% dans le public. Donc c'est une activité qui se fait essentiellement dans les hôpitaux, mais également le privé. Donc on est à presque 22%. Pour ce qui est du pourcentage d'état-vie dans les centres publics, donc l'hôpital militaire, donc, puisque l'hôpital militaire c'est la structure où l'activité a commencé, donc le nombre des implantations, bien sûr, ça va être beaucoup plus important, et on est presque à 63,56%, et puis c'est la Rabta, presque 15%, Abdelrahman Memi c'est 11,86%, et Hedi Chekr c'est 8,47%. Ça c'est la répartition en fonction des centres publics. Pour ce qui est des hôpitaux publics, maintenant on va détailler la partie qui a été faite entre 2013 jusqu'au 23 septembre 2023. Ça, c'est la partie rétrospective pour avoir une idée. Et l'autre partie, c'est l'année, donc c'est l'observatoire donc, de l'année entre 23 septembre 2023 et 23 septembre 2024. Donc pour l'hôpital militaire, le total des implantations, c'est 150, 110 entre 2013 et 2023. Et puis, la partie prospective, entre guillemets, c'est 40 d'avis. Pour l'hôpital La Rabta, c'est 38, 30 durant la période donc, rétrospective, avant 23 septembre 2023, et 8 pour l'année donc, 2023. Pour Abdelrahman Memi, c'est 28, donc 18 parties rétrospectives et 10 parties prospectives. Et pour Hedi Chekr, c'est 20, 8 donc anciens et 12 nouveaux. Donc ça, comme ça, vous avez une idée à peu près sur l'activité dans les hôpitaux publics en fonction des périodes. Pour ce qui est des devices implantés, donc dans les hôpitaux publics, ici, dans ce tableau, on vous montre le nombre de TAVI qui ont été accordés par la CNAM, c'est-à-dire les patients qui ont bénéficié d'une prise en charge CNAM. Il faut savoir qu'il y a une prise en charge CNAM, il y a une commission technique donc, qui siège et qui regarde les dossiers, etc. Il y a des critères et donc ça aboutit à donner des prises en charge donc, chez certains patients. Pour ce qui est de l'hôpital militaire de Tunis, donc, sur les 150 implantations, il y a 31 prises en charge accordées. Pour l'hôpital La Rabta, donc sur les 38, c'est 38 prises en charge CNAM. Pour Abdelrahman Memi, c'est 28 patients donc, qui ont été accordés sur les 28. Et pour Hedi Chekr, donc c'est 20-20, donc c'est vraiment les patients donc, qui ont bénéficié d'une prise en charge CNAM. Et ici, vous avez le détail. Donc pour ce qui est de l'activité privée, TAVI, donc la répartition en Tunisie, vous avez, on a divisé ça en secteurs. Secteur Sfax, secteur Tunis et secteur Sousse, donc la zone de Sousse et le Sahel. Donc c'est essentiellement donc, Tunis et Sfax qui se partagent à peu près la majeure partie de l'activité. Il y a quelques implantations qui ont eu lieu à Sousse et je peux vous donner le détail donc avec un nombre précis. Donc pour le secteur de Tunis, donc le total des implantations c'est 25. Partie rétrospective 12, partie prospective 13, et vous avez le nombre de médecins qui ont fait ces implantations avec le nombre d'implantations à peu près donc, pour chaque médecin. Pour Sousse, c'est 3, et pour Sfax, c'est 36. Donc 33 anciens et 3 nouveaux. Donc comme ça, on a l'activité donc essentiellement répartie entre Sfax et Tunis, un tout petit peu à Sousse. Donc pour ce qui est des caractéristiques épidémiologiques, donc la moyenne d'âge c'est 81,7 avec donc des extrêmes entre 97 et 61 et pour généralement donc on a un sex ratio à 1,2 donc une toute petite prédominance féminine. Les comorbidités, donc ça a été détaillé dans le CRF et on va avoir le détail. Et pour l'horoscore également, il est très élevé. Donc c'est vraiment, on est à l'époque du haut risque et des patients inopérables. Pour ce qui est de l'approche, essentiellement la transfémorale. La non transfémorale, c'est un tout petit peu
je pense, une carotide et 2 axillaires. Pour les valves, c'est la valve essentiellement sur ballon, parce que c'est la première donc, en nombre, mais presque 60%, 40% auto-expandable. La prédilatation, c'est 50%. Post-dilatation, elle est rarement donc, utilisée, mais tout ça, c'est en cours d'analyse statistique. Donc, on a terminé la collecte des données donc, avec un suivi à 1 an, le 23 septembre 2025. Donc là, on n'a pas voulu stresser trop le statisticien, donc on lui a laissé le temps de nous donner les outcomes primaires et secondaires. Donc tout ça, c'est en cours d'analyse statistique et ça va être finalisé. Et je vais vous communiquer ça donc, dans une conférence donc, ultérieurement. Donc on peut se féliciter qu'on a aujourd'hui au moins rassemblé quelques datas. Donc généralement, dans les pays comme les nôtres, l'Afrique du Nord, etc., on a des opérateurs qui vont présenter leurs cas complexes, etc., même pour la zone MENA, l'Arabie Saoudite, etc., mais ils n'ont pas de registre. Ce qu'on a fait avec ça, c'est que donc là, on commence à avoir des données tunisiennes dans une population tunisienne et on peut donc peut-être faire sortir des éléments qui peuvent convaincre les autorités un autre jour pour nous donner des prises en charge ou bien pour augmenter le budget. Je tiens à féliciter donc surtout les hôpitaux donc, qui ont participé activement. Abdelrahman Meni, donc professeur Karam Kamoun et Dr Bannour. Hedi Sheikh, professeur Abid, professeur agrégé Tarek Khallouz. Arabta, professeur Morali, professeur agrégé Boudiche. Et bien sûr, je me félicite moi-même d'avoir coordonné tout ça. Je félicite surtout mon ami Dhek Lahid, malgré qu'il est parti vers le privé. Il était toujours disponible pour nous donner et les données et pour nous remplir les CRF. Certes, on t'a aidé avec une assistante attachée de recherche clinique, mais je te félicite donc publiquement pour l'effort que tu fais pour ce registre. Voilà, donc on arrive à la fin. Je tiens à féliciter cette dame. Donc c'est l'attachée de recherche clinique, Dr Nouhé Setti, pour son engagement et pour la collection des données. Elle a fait même des déplacements à Sfax et à Sousse pour aider les médecins un tout petit peu débordés pour donc collecter les données. Je tiens à féliciter Dr Elias Kharat, puisque sur les 36 patients de Sfax, il a fait 35. Et les 35, c'est lui-même qui a mis les patients, donc, et c'était des coups de téléphone, et si on a oublié un paramètre, il était disponible à chaque fois pour répondre. Je le tiens à le féliciter vivement. Voilà. Donc je félicite également tous les cardiologues tunisiens qui ont donné leurs données et qui ont participé activement dans ce registre. Dassima, bien sûr, c'est notre CRO, et l'attaché de recherche clinique qui travaille avec Dassima. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Hajlewi, pour cette présentation. Et bravo pour le registre. J'espère qu'il va être poursuivi. Bien sûr, on a collecté les datas. Maintenant, c'est le statisticien. Il y a quelques données à rectifier. Et puis, on va donner les résultats avec tout le détail. Donc, En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. D'ailleurs, on a applaudi 3 fois. Donc, c'est la dernière, j'espère. Merci aux modérateurs et à très bientôt.